Bon, en attendant qu'il charge et que je puisse lancer le truc, on va déjà commencer. Merci d'être aussi nombreux et désolé pour les galères techniques. Donc, moi, je suis Sam Bessala, je suis développeur. Je fais plutôt sur tout ce qui est data, machine learning, data science et par incidence, je finis par m'occuper de tout ce qui est système distribué pour faire tourner ce genre de système en fait. Donc je crois qu'il y a eu beaucoup, il y a déjà eu une université sur Mesos et un Tools in Action là-dessus. Donc je voulais déjà savoir qui est allé à l'université sur Mesos hier. Ok. Qui est allé au Tools in Action sur Mesos. Qui n'a aucune idée de ce que Mesos est. Ah d'accord. Ok. Heureusement que ma démo ne marche pas alors, parce que sinon je vous aurais été perdu. D'accord. Donc, comme je disais, je travaille beaucoup sur tout ce qui est big data. Et l'un des problèmes qu'on a souvent, en fait, pour faire de la data, le plus souvent, on dit que c'est de trouver le meilleur algorithme, de trouver le truc qui marche le mieux, qu'on va optimiser aux petits oignons, et puis après, on a des dollars. Mais en fait, le vrai problème du big data, c'est un vrai problème de développeur, c'est un vrai problème opérationnel en fait. C'est quelque chose que je dis souvent. Et l'un des principaux problèmes sur lesquels on tombe quand on veut arriver à une infra big data qui marche, c'est pouvoir la scaler correctement. C'est-à-dire, plus les données montent, plus on a de données, plus on veut faire des choses un peu complexes, et plus ça devient vraiment difficile à travailler. Donc il faut des systèmes pour ça. Et je vais parler donc d'un des systèmes que j'utilise pas mal et qui est de plus en plus utilisé pour scaler un peu tous les systèmes big data, que ça soit du Hadoop et autre chose, et pas que les systèmes data, mais aussi des services web pour des services web assez persistants et de longue durée. Et ce système donc c'est Mesos. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains qui sont levées qui ne connaissaient pas spécialement Mesos, donc on va commencer. Une intro un peu à Mesos, on va l'appeler Mesos 101. Donc comme je disais, on construit aujourd'hui en fait toutes les applications qu'on construit quasiment sont des applications distribuées. Et construire des applications distribuées en général, les mettre en prod, on arrive souvent à avoir des clusters de machines. Ça, c'est un exemple de cluster. Et quand on va installer quelque chose là-dessus, on a plusieurs systèmes qui veulent tourner, donc on partitionne le cluster de façon statique. Donc il y a une partie on réserve des machines qui vont faire tourner un système de fichiers distribués, que ce soit HDFS, on a Cassandra, on va mettre Spark pour faire du data processing, on va mettre du cache dans Redis, une application service web, chacun son truc. Et quand on regarde un peu... Ok. Quand on regarde un peu, en fait, si on a un système de monitoring qui arrive à voir tout ça, ce qu'on arrive à voir assez facilement, c'est comment les ressources de ces systèmes sont utilisées. Ce qu'on voit souvent, c'est que, par exemple, on a Hadoop qui fait des jobs qui ne sont pas souvent continus, mais à une période et qui remontent puis à une autre période. Et là, c'est un exemple, par exemple, d'utilisation de CPU. On voit souvent que, le CPU de Hadoop, pendant un moment, on a des trous. On a quand même réservé quelque chose comme 500 nœuds qui sont encore utilisés par Hadoop que personne d'autre n'utilise. Pareil, on a Spark qui est soit memory intensive, soit CPU intensive selon les différents types de jobs qu'il exécute. Et parfois c'est très haut au max parce qu'il réserve toute la mémoire sur les nœuds sur lesquels il travaille. Il ne faut pas prendre toute la mémoire, mais il prend une bonne partie de la mémoire, de 60 en général à 30%. Et on a une application en bas. Imaginons que c'est un front-end, c'est Rails. Et Rails, déjà je vais pas troller, mais il scale pas beaucoup, mais bon, il prend pas beaucoup de choses non plus. Mais quand même, il a tout un cluster qui est dédié parce qu'il faut le scaler. Et si on regroupe en fait les différents graphes, on arrive à un truc qui est comme ça, où on a une utilisation des ressources qui est d'une façon un peu plus visible. Là, on a des machines qui sont complètement dédiées à Hadoop, on a un partitionnement qui est complètement statique, mais si on les regroupe, voilà un peu un exemple d'utilisation d'un cluster. Du coup, on se rend compte facilement qu'on a des ressources qui sont très souvent inutilisées et pas toujours de façon intelligente, en fait. C'est le problème que Mesos essaie de résoudre. Il n'y a pas que Mesos. On le voit, on l'appelle un cluster manager, mais en fait, c'est bien plus que ça. Il essaie de se mettre, en fait, de rajouter une couche d'indirection. Comme tout problème dans l'informatique, quand on veut résoudre la plupart des problèmes en informatique, on rajoute une couche d'indirection. Donc, ce que Mesos essaie de faire, c'est que, au lieu d'avoir une vision
de toutes les machines où on veut installer quelque chose sur on va se partitionner statiquement des machines, et ben, toutes les machines et leurs ressources, la RAM, le CPU, sont à elles seules, ces ressources deviennent en fait tout un pool qu'on va réutiliser, qu'on va fournir au niveau des applications qui sont au-dessus. Donc en gros, si on a 100 machines avec 100 CPU, ben, la vision qu'on aura au niveau machine, c'est qu'on a 1000 CPU, et parmi ces 1000 CPU, on peut demander les ressources dont on a besoin. En gros, c'est ce que essaie de faire Mesos. Et au-dessus de Mesos, donc, voilà une vision assez globale. Ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir, au niveau de serveurs qui sont en dessous, avoir une couche qui est Mesos, qui est le cœur, qui est le kernel, et au-dessus de Mesos, pouvoir exécuter différents types d'applications. Pour écrire des applications dans Mesos, je vais y revenir tout à l'heure, c'est pas toujours simple. Il faut un framework parce que c'est un système largement distribué d'habitude, et c'est largement distribué, et pour faire tourner les applications là-dessus, il faut écrire de nouvelles applications distribuées, ce qui ajoute en fait un niveau de complexité à lui tout seul en fait. Et pour ce faire, Mesos a des concepts qu'on appelle des frameworks. Je vais y revenir. Et ces différents frameworks permettent nous permettre d'exécuter d'autres applications au-dessus de Mesos, en fait. L'un des frameworks qui est le plus utilisé, c'est Marathon, parce que c'est pour exécuter des jobs qui sont comme des applications web ou bien un service web qui est de longue durée, qu'on veut pouvoir redémarrer, qu'on va avoir des propriétés, qu'on peut scaler dynamiquement, arrêter, qui ne soient pas des jobs comme Hadoop ou bien comme Spark de courte durée, mais comme un service qui doit toujours être là. Eh ben, il nous faut une façon de gérer ce système de façon à part. Et c'est ce qu'on a dans Marathon. Pour ceux qui font du Docker, je sais pas, quelqu'un connaît Kubernetes ici ou a déjà entendu parler de Kubernetes? Ben voilà, Kubernetes. Quand on va à Kubernetes, en fait, on pourrait dire, mais c'est un concurrent à Mesos parce que Kubernetes essaie de scaler aussi des conteneurs. Oui. Kubernetes s'occupe de conteneurs, mais il va pas un niveau au-dessous. Et ben Kubernetes, on peut le faire tourner au-dessus de Mesos aussi. Parce que ce qu'on voit dans Mesos, c'est qu'on a une couche de machines en dessous, et au-dessus, on peut faire tourner toutes les applications. Donc en gros, moi je suis Kubernetes, j'ai dit ok, j'ai 1000 conteneurs Docker que je veux scaler, et sur ces 1000, j'ai besoin de 1500 CPU. Si Mesos a les 1500 CPU, il lui fait une offre. Et ça, c'est cette offre, Kubernetes va essayer de gérer ses conteneurs à part. Pareil, j'ai Hadoop au-dessus, j'ai Cassandra, j'ai Spark, ils vont demander des ressources à Mesos, et Mesos va essayer de les offrir. Et au-dessus de ces systèmes, on a des applications qui sont à part. Donc Kubernetes et Mesos et Marathon schedule des applications au-dessus, en fait, des raw ressources qu'on a au-dessus au niveau des machines, que Mesos les offre ensuite au niveau des applications. Donc ça, c'était ce que j'avais prévu de montrer si ma machine était là-bas, parce que j'ai quand même monté un petit cluster sur ce Compute Engine avec une cinquantaine de CPU et 200 mégas de RAM. On pourra le voir après si vous avez le temps sur ma machine. Après, on pourra voir ce que ça peut donner, comment on peut déployer les applications. Et voilà. En live. Hein. Voilà. Mais heureusement, j'avais mis ça. Ça, c'est un cluster de dev en prod qu'on a fait il y a pas longtemps, en fait. Voilà à quoi ressemble Mesos. Je ne saurais vous dire le nombre de machines qu'il y a là-dessus, mais disons qu'on a 1360 CPU et 10 Tera de RAM disponibles. Ça, c'est la vision que Mesos donne, en fait. Les machines, on les rajoute et on les enlève de façon dynamique, mais les applications qui sont dessus ne voient que ça. Et Mesos nous dit qu'on a 1274 CPU qui sont utilisés et la quantité de RAM en dessous. Après, il y a des jobs, vous viendrez voir après comment l'interface tourne et tout. Ça, c'est juste un exemple. Et pour montrer à quel point on peut scaler ce genre de système, c'est qu'il est distribué sur Amazon dans 4 zones de disponibilité différentes, en fait. Et donc, Mesos a une architecture master-slave et tout, et on peut avoir plusieurs masters différents. On verra tout à l'heure comment ça marche. Et les masters sont dans des zones différentes. Du coup, quand une zone tombe ou un data center tombe, pour ceux qui connaissent la réplication data center dans Cassandra, l'idée c'est d'avoir un système qui soit aussi réplicable et aussi grand que Mesos. Ça, c'est un POC qu'on a fait l'année dernière pendant quelques temps, et ça nous a pris quelque chose comme un week-end pour monter le cluster. Les joies du cloud. Voilà. Alors, voilà comment marche l'architecture de Mesos. Ça, donc, Mesos, c'est un système avec master-slave qui essaie vraiment de ne pas avoir un single point of failure. Donc, on essaie de ne pas avoir de SPOF sur Mesos. Et il est composé d'un master, des slaves et des schedulers. En général, pour avoir une haute disponibilité dans Mesos, on prend un nombre impair de masters. Car ici,
On a mis 3 masters dans un qui est disponible et les autres sont ce qu'on appelle en hot standby. Ils attendent, c'est-à-dire que si un master il tombe, les autres automatiquement ils reprennent le relais. Et ici, ces masters entre eux sont élus. En gros, s'il y a un master qui a une concurrence, ils utilisent Zookeeper qui est en haut là-bas, qui fait le leader election pour choisir le bon master qui tourne en fait. Et chaque des 3 masters entre eux partagent ce qu'on appelle un registrar. Un registrar dans Mesos, c'est comme un commit log qui est balancé en utilisant un algo de consensus qu'on appelle multipaxos, qui permet que si toutes les données, toutes les métadonnées qui sont sur un master sont automatiquement retrouvées sur les sur les autres masters qui sont disponibles et tout. Et en bas, il y a des slaves. Et les slaves, c'est là où les applications tournent, en fait. Toutes les applications, quand le master gère l'allocation des ressources en les passant d'une application à l'autre, et ils sont exécutés dans les slaves. Et dans les slaves, on peut avoir plusieurs types d'applications. Dans les slaves, on a ce qu'on appelle des exécuteurs. Là, on peut voir un task tracker d'Hadoop, qui est là, un exécuteur Mesos qui fait tourner une application différente. Et tous ces éléments sont dans des conteneurs. Ces conteneurs, par défaut, Mesos, pendant longtemps, a utilisé LXC, puis ils sont descendus parce qu'il y avait les dépendances sur LXC qui n'étaient pas si utiles que ça. Ils ont choisi des C-groupes. Et aujourd'hui, ils supportent aussi bien les C-groupes que des conteneurs Docker. Enfin, on va voir après. Voilà en gros à quoi ressemble l'architecture Mesos. Donc, comme je disais, les slaves ont des exécuteurs. Les exécuteurs ont des tâches qu'ils exécutent au fur et à mesure en bas, dans différentes tâches. Et ça, c'est dans des slaves. En plus, dans des slaves, on peut avoir plusieurs exécuteurs différents. Et comme je disais, là, on a des conteneurs Linux. Et voilà, donc il y a ce qu'on appelle le Mesos Containerizer, c'est le système de gestion de conteneurs par défaut de Mesos, qui est construit au niveau des control groups en fait en eux-mêmes. Et en dessus, il y a des exécuteurs comme c'est marqué, et il y a aussi ce qu'on appelle un Docker Containerizer qui gère aussi le. Donc en gros, Mesos supporte nativement les conteneurs Docker. C'est pas quelque chose qui est à part avec un système, mais en interne de Mesos, l'application reste la même. Et aujourd'hui, il travaille pour supporter des choses comme AppConfig de CoreOS et Rocket qui normalement devraient être supportés là-dessus. Et donc, pour écrire des applications dans Mesos, il nous faut ce qu'on appelle un framework. Un framework dans Mesos, comme je l'ai montré tout à l'heure en bas. Si je reviens là, on a un scheduler qui est là-haut. Le marathon, un scheduler Hadoop par exemple, on peut en avoir plusieurs. Un framework, c'est à la fois un scheduler et un exécuteur qui est en bas. Donc le scheduler, c'est lui qui négocie les ressources avec le master, et le master lance. Une fois que le master lui offre des ressources, le scheduler, s'il est d'accord, le master lance les tâches au niveau des slaves. On va voir le processus, comment il est fait. Donc, si je reviens ici, donc le scheduler, il interagit avec Mesos, il réserve les ressources s'il le peut, et lance ses tasks à l'intérieur au niveau des slaves. Et les exécuteurs, sont les exécuteurs, ils exécutent les différentes tasks dans les différentes tâches dans les esclaves Mesos. Donc, le workflow, en fait, il est comme ça. Donc, on a Mesos, on a les masters et les slaves. Ensuite, on a un framework. Donc, un framework, c'est à la fois un scheduler et un exécuteur. Ici, le master réseau de Mesos fait une offre. Mesos fonctionne sur un système qu'on appelle des offres, les offers. Il fait une offre de ressources. Il dit, OK, si le scheduler lui a demandé un nombre de ressources données, le master va lui offrir, voilà ce que je t'offre comme ressources. 4 CPU, par exemple, ou bien 4 Go de RAM. Si le scheduler est OK, s'il accepte, il demande au master de lancer les tâches. Et le master va lancer les tâches au niveau de son esclave. Il lance une tâche ici. Et chaque fois que les tâches travaillent au fur et à mesure, il fait des updates au niveau du slave qui remontent ensuite au niveau du master et au fur et à mesure, il y a un workflow de travail là-dessus qui log les métadonnées et qui les garde ensemble. Dans chaque esclave, comme j'avais montré, on peut avoir plusieurs types d'exécuteurs. Ça, c'est pour avoir ce qu'on appelle le multi-tenancy. Donc, j'avais prévu d'avoir une session qui est très orientée Big Data. Donc, le multi-tenancy, c'est d'avoir plusieurs types d'applications différentes et des exécuteurs différents qui tournent. Là, par exemple, c'est un cas où on a du Spark, on a du Hadoop et du Storm qui tournent sur le même cluster Mesos, en fait, et sur les différents nœuds. Et je vais parler un peu de Marathon.
J'ai Marathon qui tournait, mais bon, d'accord. Donc Marathon, c'est un framework générique pour écrire des applications en fait sur Mesos. Marathon fournit une API REST avec laquelle on peut décrire par un simple appel REST dans Marathon, lui dire OK de façon déclarative sur un fichier JSON, voilà, essaie de m'exécuter telle tâche là-dessus. Donc tout à l'heure, on pourra voir sur ma machine, pour ceux qui sont intéressés, comment on peut lancer une tâche là-dessus en faisant une simple requête post HTTP sur Marathon. Et Marathon a des particularités qui lui permettent de lancer, d'arrêter des jobs, des applications qui tournent, d'avoir des health checks là-dessus, de faire des rolling upgrades sur les différentes applications. Et il utilise en interne HAProxy pour avoir du service discovery. Parce que quand on lance une tâche dans Marathon, on veut bien savoir où tourne en fait la tâche. Parce que on a plusieurs machines, il faut bien savoir dans quelle machine cela tourne. Et ben Marathon nous donne, en utilisant HAProxy, pour avoir le service discovery, pour retrouver de façon dynamique en fait les différentes applications qui tournent là-dessus. Et en fait, si on pense que Mesos, l'analogie qui est souvent faite, c'est de dire que si Mesos en dessous, c'est un ensemble de machines qui sont avec des ressources, des ressources pur jus qu'on a du CPU. Et bien Marathon au-dessus, c'est un peu une sorte de passe au-dessus duquel on peut tourner des applications en les poussant une à une. Donc on peut supporter différents types d'éléments. Par exemple, scheduler des conteneurs sur Mesos, on peut le faire sur Marathon. Et il y a aussi un autre framework qui est Aurora, qui fait exactement la même chose, qui est plutôt développé par Twitter et qui est dans la fondation Apache, qui scale beaucoup, qui a beaucoup d'éléments qui sont très pensés pour avoir de la scalabilité, enfin gérer des conteneurs, des applications qui vont sur plusieurs machines qui scalent vraiment, mais vraiment, c'est là, il faut essayer de penser à l'échelle de Twitter. On est en compte au niveau de 10 000 machines, 10 000 conteneurs différents qui doivent tourner là-dessus. Et ça, c'est ce que Aurora fait. Mais en soi, Marathon peut faire exactement la même chose. Mais Aurora a des particularités, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais c'est ça. Et pour ceux qui font du big data, il y a un autre système qui s'appelle Chronos. Chronos, c'est un cron. En gros, il lance des jobs. Et Chronos, il permet de lancer, par exemple, des jobs Hadoop. En gros, quand on veut faire de l'ETL, avoir un système de jobs, comme là, on le montre, on fait des dumps de bases de données, on veut lancer un type de job, les retrouver, faire de l'analytique et tout, on utilise Chronos. Par exemple, lancer un job Hadoop, c'est très facile avec Chronos. C'est la même chose, c'est une API REST qu'on lance. On lance une commande, on peut faire une commande ici sur un système sur cette page et tout, ou bien on peut lancer une commande REST avec Post comme avec Marathon pour lancer ce genre de job. Et avec Chronos, il est super utile, peut-être même pour lancer des jobs Spark, mais pour des jobs qu'on veut scheduler, faire de l'ETL, transformer des jobs pour des heures assez fixes. C'est super intéressant. Et surtout, en fait, il était développé par Airbnb, comme un peu Marathon au départ, mais qui est maintenant chez Mesosphere. Et il l'utilise intensivement. Et sur tout ce qui est Big Data, Chronos est quelque chose qui est très utilisé. Donc, j'avais dit qu'il y avait des frameworks dans Marathon, dans Mesos. Et ça, c'est des frameworks qui existent. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'autres. Ça, ce sont les différents frameworks qu'on a. Il y a Aurora, des trucs pour tout ce qui est grid computing, Depark, c'est un port de Spark en Python. Il y en a beaucoup d'autres, Elasticsearch, Cassandra, Jenkins, franchement, écrire un framework, pendant longtemps ça a été compliqué, mais plus les mises à jour de Mesos augmentent, ça devient de plus en plus simple. C'est en fait, écrire un framework pour Mesos, c'est travailler sur du protocole buffer. Mesos échange ces données sous forme de protocole buffer. En gros, c'est juste gérer comment je peux échanger avec le master, le système de négociation et avoir le bon point proto qui marche en fait. Ça, de plus en plus, c'est assez simple, mais avec des systèmes comme Marathon et Aurora, on a de moins en moins besoin d'écrire de frameworks. Parce que même des trucs comme Spark, j'ai du Spark en production qui tourne avec Marathon, qui n'est pas lancé par des choses, et beaucoup de gens le font de plus en plus en fait. Parce que Marathon, en plus d'être un pass, c'est un init. En gros, c'est un lanceur de job. C'est comme un cron. Je veux qu'il lance et qu'il arrête quand il est fini et qu'il relance au cas où. Pour des long running jobs, c'est super intéressant. On utilise beaucoup ça. Alors, donc, parler de big data et big data et data. Et quand on dit data, il faut la stocker quelque part. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont une expérience pour faire de l'expérience à faire tourner des bases de données sur des conteneurs Docker.
Je sais pas qui a dit de faire du MySQL en prod sur du Docker. N'ayez pas honte. Ça a explosé un jour. On a été tous pris dans le jeu. Mais voilà. Alors, on va essayer de voir un peu comment on peut faire tourner des systèmes de stockage dans Docker. Jusqu'à présent, pas dans Docker seulement, mais dans des conteneurs, en fait. Jusqu'à présent, quand on utilise Mesos, en général, pour partager de la donnée entre les masters, les différents nœuds masters, et les slaves dans Mesos, en général, on prend un système de fichiers distribués. En gros, c'est HDFS qui est assez facile à utiliser, de telle sorte que quand on écrit quelque part sur un master et on veut que tous les slaves aient accès à la donnée, on installe un système de fichiers qui est sur chaque nœud du cluster, qui est distribué, que ce soit Ceph ou bien HDFS, et on retrouve les données dans tous les côtés. Ça, c'est une façon de partager les données. Mais on veut aussi, pendant longtemps, il y a eu beaucoup de discussions de dire, mais comment on pourrait avoir un framework comme HDFS ou Cassandra, et les faire tourner sur Mesos. C'est-à-dire que ça ne soit pas à côté de Mesos en dessous, mais qu'il soit schedulé par Mesos comme si c'était comme un service normal, comme une application, un job. Et il y a des bases de données ou des bases de données ou des systèmes de données qui sont plus appropriés pour cela, comme HDFS, ou des bases masterless comme Cassandra, Riak. Pourquoi? Parce que si j'ai la bonne configuration avec Cassandra et que j'ai un conteneur Cassandra qui explose quelque part, si j'ai le bon ring et que j'ai, comme dans le schéma de prod que j'ai montré au départ, je peux perdre une moitié de mon cluster de données et me retrouver, ne pas perdre autant de données, tout simplement parce que le système il est hautement répliqué, il n'y a pas de master qui perd l'information. Donc sur des systèmes distribués de data, ça a du sens de les faire tourner dans Mesos. Mais pour des systèmes comme MongoDB avec du master slave, il faut pouvoir réfléchir de façon un peu différente. Et pendant longtemps, il y a eu beaucoup d'expérimentation là-dessus. C'est pas encore prêt vraiment, mais il y a beaucoup d'avancées qui se font là-dessus. Donc, un exemple, par exemple, quand on fait faire du HDFS normal ou bien un système de données, ce qu'on appelle du coarse-grain, on a des nœuds, un framework. Là, on a un framework spécifique HDFS qui est sur des machines. Et dans Mesos, ce qu'on veut, c'est d'avoir un truc comme ça. Donc, on a plusieurs systèmes de données différents. On a HDFS, on a Lustre, on a Cassandra qui tournent. Comment on arrive à un système qui puisse tourner, qui puisse avoir ça? En gros, avoir plusieurs systèmes de stockage et des applications différentes qui tournent. En gros, si je perds un nœud, ça ne devrait pas impacter mon service. Il faudrait que je puisse toujours avoir l'accès aux données. Et ça, c'est un problème à part. Pourquoi? Parce que si je suis dans un système de données qui n'a pas un haut facteur de réplication, comment je fais? Le problème avec Mesos ou avec n'importe quel cluster manager qui gère des conteneurs Docker, c'est que si mon conteneur il meurt, rien ne me garantit que quand je vais le redémarrer, j'aurai accès à la même donnée, en fait. Ce qu'on appelle un système de réservation de ressources. Dans Mesos, on a un système de réservation de ressources, mais qui est statique. En gros, c'est au démarrage d'un framework, mon esclave, mon nœud esclave, décide que oui, j'alloue ce type de données, ou bien ce quota de disque à telle application, mais si la task, elle s'arrête, quand je redémarre, mais je n'aurai pas accès à la même donnée. J'ai beau la persister après, si à la fois mon conteneur est mort et que mon slave est mort, je perds les données. Comment je garantis après que si ça redémarre, je retrouve ma donnée, ou bien la nouvelle task pour ce framework-là aura accès à la même donnée. C'est le principe d'avoir une base de données qui est persistée et qui redémarre, en fait. Et c'est des problèmes qu'on a souvent avec du MySQL, avec du MongoDB, par exemple. On ne peut pas le faire tourner tout simplement comme ça parce que je sais pas, le même système de Cassandra ou mon système de Ring peut avoir mes données dans tous les sens. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Soit on a HDFS ou un système de stockage distribué qui marche, soit utiliser... pour un système comme MongoDB, c'est utiliser le système de fichier local, en gros, sur un slave. Et j'active la réplication sur les différents nœuds. Donc, en gros, j'ai telle donnée, elle est répliquée là-bas, elle est répliquée ici. Pour ceux qui sont dans le monde Docker, ils connaissent un peu le projet Flocker, qui fait un peu un truc assez similaire en ayant de la réplication sur des sur des hosts assez multiples, comme ça. S'il y a un nœud qui tombe et avec ses conteneurs à l'intérieur, ma donnée, je peux la retrouver et reconstruire en fait mon système. Mais non seulement ça peut être coûteux, et en termes de performance et en termes d'efficacité, ça devient vite compliqué. Et comment Mesos essaie de faire ça? Il y a pas mal de jobs, il y a pas mal de choses qui se font, on va y revenir. Mais on va essayer de rentrer d'abord au départ dans comment HDFS peut être tourné comme un service
comme les autres, mais sur Mesos en fait. En gros, c'est pas un HDFS qui est en dessous de Mesos, mais inclus comme un framework différent. Et ben, HDFS est hautement répliqué. En général, on a des name nodes, on a des journal nodes, Zookeeper, on a des data nodes qui sont dans tous les sens. Et ben, pour avoir un HDFS qui est ce qu'ils appellent hautement disponible HDFS, qui est super available HDFS. Il y a un framework qui est encore en cours de développement, mais qui est testé. Je l'ai installé d'ailleurs tout à l'heure avant de venir. C'est d'avoir un node qui est actif. En gros, on a un node actif, un node en standby, comme quand on a les masters de Mesos. Ensuite, les deux nodes partagent leur état. Leur état est partagé et logué dans les masters de Mesos parce que eux, ils sont hautement disponibles. Donc l'état est partagé avec le registraire de Mesos. Ensuite, tous les data nodes, c'est du HDFS. On peut en perdre et retrouver les données parce que c'est hautement répliqué en mettant le bon système de réplication. Et on a les contrôleurs de failover et tout en utilisant Zookeeper comme ces données. On a des journal nodes, on en met en mode impair qui marche aussi bien avec Zookeeper. Et ça, avec ce système, on peut tuer beaucoup de choses sur les data nodes, arrêter un node, il en redémarre un autre. En gros, quand il meurt, le framework en redémarre un nouveau. C'est encore en cours de texte, mais il y a pas mal de choses qui montrent qu'avec une architecture comme ça, on arrive parfois à avoir beaucoup plus de garanties qu'avec un master, qu'avec un HDFS qui est juste en dessous. Bon, là, on peut mettre plusieurs name nodes en standby si on veut écrire le framework, et le tout tourne sur des conteneurs. C'est des contrôle groupes, c'est pas des VM, tout ça, c'est au niveau des contrôle groupes. Pardon. Tout ça, c'est au niveau des contrôle groupes, comme je disais. Et l'État, en fait, pour éviter d'avoir des problèmes de concurrence de données, on applique ce qu'on appelle le principe du single writer, d'avoir toujours un seul écriture et de fincer les différentes écritures. Pour ceux qui font de la concurrence, c'est quelque chose qui est assez connu. Et là, l'État est partagé, mais on arrive à avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà le framework. S'il est sur GitHub, si vous voulez aller voir, il est sur GitHub, Mesosphere/HDFS. Il y a encore beaucoup de choses qui se font. Ça, j'ai pris il y a même pas 1 heure, en fait, avant de venir. J'ai pris la photo. Et il faut le compiler, puis le pousser sur un nœud et le lancer. Mais ça marche assez bien. C'est encore en plein test, mais c'est quelque chose pour essayer d'avoir des systèmes persistants sur Mesos. Maintenant, un autre système, c'est de faire tourner Cassandra sur Mesos. Il y a plusieurs façons de faire tourner Cassandra sur Mesos. Soit en utilisant Docker. Ça marche, je peux avoir plusieurs conteneurs Docker. Pour ce faire, donc, je prends un conteneur Docker comme ici et j'utilise Marathon pour le démarrer. Donc, comme je disais, Marathon, on peut pousser du JSON en HTTP. Voilà à quoi ressemble une requête Marathon. J'ai un ID. Je précise le nombre de CPU que je veux, la mémoire, le nombre d'instances pour qu'il soit démarré. Le conteneur, le type de conteneur que je veux, c'est Docker. L'image, j'utilise Spotify, la version de Spotify de Cassandra. Ça démarre assez vite ici parce que Spotify n'active pas les vnodes, donc ça va très vite au niveau de démarrage de chaque conteneur, ce qui n'est pas toujours le cas sur les conteneurs assez vanilla de Cassandra. Et on peut faire des contraintes. Et Marathon, c'est ce qui est avantageux, c'est qu'on peut avoir un système de contraintes en lui disant des contraintes de placement. Démarre-moi tel type d'application, tel conteneur à un endroit précis et ne me le démarre pas à l'autre endroit, en fait. Et là, Cassandra, ils sont dans un rack donné. C'est ça, c'est une façon de faire. Et il nous démarre un seul Cassandra, un seul conteneur. Il peut servir de seed. Et au fur et à mesure, ajouter des nouveaux conteneurs comme on a sur des VM sur Cassandra. En général, on démarre une VM ou plusieurs VM seed et les autres VM essaient de joindre le cluster pour avoir le même seed. Et ici, c'est le même système. Et Marathon le fait. Ou bien utiliser, comme Mesosphere, un autre projet qu'ils ont, c'est Cassandra Mesos. Et ici, c'est la même chose. Lui, il fait exactement... Je télécharge, en fait, là, c'est la même chose, sauf que je télécharge le framework et il le lance. Les URI en dessous, c'est pour prendre des binaires. Et il me lance les binaires et j'ai la configuration ici. Et en fait, ce que ce framework fait, c'est de créer des seeds. J'ai un système de configuration, je peux passer un fichier de configuration, c'est de créer des seeds, en fait,
2, 3 nœuds selon la configuration, il les démarre et il crée des nouveaux nœuds pour rejoindre en fait ce cluster au fur et à mesure. Donc c'est comme on a avec des VM, mais là on est sur le niveau du conteneur en fait. Mais comme je disais, faites attention, c'est encore du bouilli, c'est encore tout frais, ça évolue très vite et depuis l'année dernière, il y a eu plusieurs versions du truc qui arrivaient parce que chaque fois, il y a des évolutions au niveau du cœur de Mesos qui font que chaque fois, il faut s'adapter sur beaucoup de choses. Mais oui, tout ça, ça se configure comme le système de configuration au niveau des tel que c'est indiqué là. Voilà, c'est toujours sur Mesosphère Cassandra Mesos, si vous voulez aller voir là-bas. Et il y a beaucoup de choses qui arrivent en fait au niveau de Mesos, notamment pour gérer tout ce qui est système persistant, tout ce qui est état, les systèmes avec un état qu'on est obligé de sauvegarder. Donc l'un des trucs dont je parlais tout à l'heure, c'est les problèmes de stockage pour savoir où est mon conteneur et le réoffrir en fait après. Et là, il y a un nouvel élément qui est rajouté, c'est d'avoir des quotas au niveau du disque, en fait. Donc, j'ai des quotas au niveau du disque, je peux les réserver pour un framework spécifique. Et quand le framework en question, même s'il meurt, il vient, ce quota, il sera ralloué, en fait. Il sera alloué toujours au même type de framework, au même framework. Et ça, il y a beaucoup de choses, il y a des discussions qui sont là, ça fait 2 ans que ça dure. Il avait fermé, il en réouvert parce qu'il y a encore beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Et il y a un autre système qui est la réservation dynamique. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une réservation qui était statique dans Mesos, où c'était les esclaves qui démarraient, qui faisaient la réservation au départ. Et là, c'est d'avoir un système de réservation dynamique qui réalloue avec les mêmes quotas qui sont refournis au même endroit, mais pour les mêmes types de framework. Ici, c'est le framework qui décide, pas l'esclave ou le nœud en lui-même. Donc, c'est le framework qui dit, OK, je réserve ça, je donne l'ordre de réserver ce type de ressources. Et si un framework avec mon même identifiant revient et a fait une requête sur ce type de ressources, et tu me les offres qu'à ce type de ressources. Un système de réservation comme les autres. Et ça a été comité il n'y a pas longtemps, mais normalement, pour la 0.23, dans 2 ou 3 mois, normalement, ça devrait arriver. Voilà pourquoi il n'y a pas de version ni finale de Cassandra Mesos ou de HTFS Mesos, parce que c'est très dépendant de ce genre de choses, en fait. En gros, que ce soit sur n'importe quel système, si ça évolue d'une façon différente, et tous les autres frameworks en pâtissent et ils sont obligés de s'adapter. Donc oui, il me reste 10 minutes. J'ai parlé de stockage, mais aussi je voulais faire la démo de comment on fait tourner un système de data. Je voulais pas faire du MapReduce, soit avec Chronos, mais Spark, parce que Spark et Mesos, en fait, c'est toute une histoire, parce que Spark, c'est une application qui a été créée comme démo de Mesos, en fait. Au départ, c'est les mêmes gars, la même équipe au Amplab à Berkeley. Ils ont créé, ils travaillent tous sur Mesos. Ils voulaient montrer que, tiens, en plus d'avoir les frameworks comme MPI ou OpenMP pour faire du grid computing, ils voulaient avoir un framework qui fasse du MapReduce, mais sur Mesos. Et ils voulaient pas gérer tout ce qui est I/O sur disque, ils l'ont mis en mémoire. Et ce framework s'appelle Spark aujourd'hui. Donc en gros, c'est vraiment un accident ça a pris sa vie à lui tout seul, mais Spark dans Mesos. C'est bien que si vous avez fait du Spark sur Yarn, je ne veux pas trop les Yarn, mais ou bien en standalone, Spark a 3 façons d'être exécuté à ce mode cluster. Je vais y revenir, on va avancer un peu. Voilà comment Spark tourne. On a un driver qui a le Spark Context qui est initialisé, un cluster manager et des worker nodes en fait. Le cluster manager dans Spark, il y a 3 façons de le faire. Il y a le mode Yarn qui est un cluster manager dans le monde Hadoop. Et dans Yarn, il y a 2 types de façons de le faire. En mode client, qui a pas mal de soucis, ou en mode serveur, en fait. Donc, en gros, le driver, là-bas, n'est plus du côté client, non, il est du côté serveur, et de là-bas, il appelle, en fait, le niveau des ressources. C'est un truc à part. Ou bien, le standalone, le mode standalone, c'est en fait, on a un cluster qui est statique de Spark, qui n'est pas dynamique. Quand je veux rajouter des nœuds, je suis obligé d'arrêter tout et de le rallumer. En gros, c'est juste statique. Et il y a le mode Mesos. Vu que Spark a été tellement optimisé pendant longtemps à travailler sur Mesos, il tourne comme si de rien n'était. Et si je suis sur Mesos, ça marche tel que c'est décrit là. On a des worker nodes, un exécuteur qui est géré par le framework de Spark, un exécuteur peut avoir plusieurs types de tâches différentes qui tournent, et un cache qui est au niveau des exécuteurs, qui font des allers-retours avec le scheduler Mesos et tout qui marche. Et pour le faire tourner, en fait, c'est juste un petit truc de configuration. Voilà, ici, c'est pour montrer qu'on peut faire tourner plusieurs jobs Spark en concurrence sur Mesos.
sur les mêmes exécuteurs. On peut lancer plusieurs types de jobs. Il faut juste faire attention pour ne pas jouer un peu sur la configuration au niveau des consoles parce qu'on n'a pas accès à la même console. Si l'adresse n'est pas libérée pour la console web de Spark, c'est un peu un problème. Mais on peut faire tourner plusieurs types de jobs de Spark à la fois de façon concurrente sur Mesos. Et il suffit de faire ça. Si vous avez un cluster Mesos, que vous voulez pousser Spark là-dessus, c'est tout. Il y a le fichier Spark env. Donner la librairie native, en général, ils sont sur les 7 librairies libres Mesos et sur les clusters Spark. Indiquer où se trouve le binaire. Le plus souvent, on le fait télécharger, le Spark Executor URI. En fait, j'ai oublié URI ici, c'est Spark Executor URI. Parfois, on peut le demander de télécharger directement, mais la bonne pratique veut que parfois, parce que tous les masters, tous les slaves ou tous les clusters n'ont pas accès à Internet, donc ce qu'on fait, c'est de le stocker en HDFS, qui est à côté ou un système de stockage différent, le lire, le fournir à tout le monde pour qu'il puisse le lire. Et Spark a 2 façons de fonctionner sur Mesos, soit de dire, OK, utilise-moi chaque tâche, comme j'ai indiqué ici. Là, j'ai les différentes tâches et les exécuteurs. Mais ça peut être lent parce que le cycle que Mesos fait pour négocier les différentes ressources en fait, entre les tâches et Mesos en lui-même, ça peut être lent pour démarrer certains types de jobs parce on ne sait pas le nombre de ressources qu'on a. Donc parfois, on peut dire à Spark d'avoir une taille fixe, qu'on appelle le coarse grain mode, ou de le tourner sur des conteneurs spécifiques, plusieurs types de conteneurs en concurrence, et ben on bloque une machine ou certaines VM. Et ben là, il suffit de spécifier ici coarse mode ici, en mode coarse mode. Et ben là, Spark prend toutes les ressources. On peut spécifier le nombre de corps aussi qu'on veut utiliser pour Spark dans Mesos. Et ben Spark prend toutes les ressources et il n'y aura pas d'autres types de jobs qui vont s'exécuter. Il n'y aura pas d'autres applications qui tourneront sur cette machine. Et enfin, de pointer le master sur la bonne adresse du master. Ici, Mesos master 5050. Voilà. Et j'avais prévu de faire un démo avec Spark Notebook qui tourne sur Marathon et qui accède le même cluster sur le truc. Mais bon, ma machine n'a pas voulu que je vous la montre. Et je sais pas, quelqu'un a vu à la présentation de Spark Notebook d'Andy à midi. Il a fait un quickie. C'est, pour ceux qui connaissent le notebook Python, c'est une façon de faire de la data, mais en utilisant une interface web et tout. Et vu que c'est une application Play, eh ben, je peux la scheduler, la faire tourner sur Marathon comme si c'était un site web en fait. Je donnais des cours il n'y a pas longtemps, et ben, avec mes étudiants, on utilisait tous des conteneurs Docker qui tournaient sur Marathon et qui accédaient le même cluster en commun. C'est une façon de travailler comme les autres. Est-ce qu'il y a des questions? Il reste 4 minutes et je ne sais pas ce qu'il y a après, mais on peut essayer de voir si je peux redémarrer le truc et voir un peu. Tout ce que tu as présenté, ça fonctionne sans Mesos vert. C'est la push, la tâche Mesos. Ouais. Enfin, il y a Marathon. Disons que on peut installer Mesos tout court sans Mesosphère, mais ça devient fastidieux parce qu'il faut le faire. L'avantage de Mesosphère, c'est qu'ils ont une distribution, c'est comme du Linux, ils ont une distribution avec du Debian, des packages et tout, et ils t'installent et Marathon, et Zookeeper, tout ce dont tu as besoin en fait, sans avoir à faire à la main. Donc en gros, c'est plus simple à faire en fait, c'est tout. C'est tout. Mais tout, on peut avec Spark. Il y a Spark aussi installé, Hadoop aussi en intérieur, un système de fichiers pour partager tout. Et tout ce dont on a besoin, en général, ça prend 10 minutes à installer. Et après ça, on a tout Mesos, c'est le scaler, rajouter des nœuds, des masters, ou bien rajouter des slaves à la volée. Voilà. Ok, merci. Je suis là. Sinon, il y a des questions après, on pourra discuter.